Donc, j'ai un triangle dont les sommets sont A, B et C. Donc là, faites attention, ce ne sont pas des vecteurs, ce sont des sommets. Et donc, je vais avoir des vecteurs. Donc, le vecteur AC, le vecteur AB et le vecteur BC. OK? Et donc, quand je cherche à calculer l'angle, on va dire pour l'angle A ici, je dois avoir des côtés d'un triangle. Et un côté, c'est la longueur d'un vecteur. Donc là, je dois commencer d'abord par le vecteur AB. OK? Donc là, je vais commencer par le vecteur AB, qui est, rappelez-vous, c'était B moins A, mais là, je vais mettre un O en avant. OK? Donc c'est OB moins OA. Puis je calcule ce vecteur-là, qui va être tout simplement moins 4 moins 3, donc ça fait moins 7. Et 7 moins 5, ça fait 12. Ça, c'est le vecteur AB. Je calcule ensuite le vecteur AC, OK, qui est OC moins OA. Et donc, je vais faire C moins A techniquement. En fait, 6 moins 3, ça fait 3. 2 moins 5, ça fait 7. Okay. Et donc, ça, le vecteur AC, c'est celui-là. Le vecteur AB, c'est celui-là. Okay. Maintenant, ce sont des côtés. Et vu que je cherche l'angle entre les deux, donc là, le vecteur AC, c'est ce vecteur. Le vecteur AB, c'est ce vecteur-là. Je cherche l'angle entre les deux, alors je vais utiliser le produit scalaire. Okay. Donc là, produit scalaire, c'est AB produit scalaire avec AC. Puis là, on avait deux façons de calculer le produit scalaire. La première, c'est la méthode qu'on appelle algébrique. Et donc, c'était moins 7 fois 3 plus 12 fois 7. Okay. Et donc, je suis capable de calculer ça assez simplement. Donc, 12 moins 3, ça fait 9. 9 fois 7, ça fait 63. Donc, 63. Puis l'autre façon, c'est avec la méthode de la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur. Donc, la norme de AB fois la norme de AC fois cosinus de l'angle entre les deux. Puis là, ben, ici, on va l'appeler l'angle A, tout court. Okay. Donc, la norme de AB, ben, on va utiliser Pythagore. Donc, 7 au carré plus 49. Donc, 7 au carré, pardon, plus 144. Donc, 49 plus 144. Et ça vous donne racine de 193. Donc, là, la norme de AB, c'est racine de 193. La norme de AC, donc c'est 3 au carré plus 7 au carré sous une racine. Donc là, ça fait 49 plus 9, ça fait racine de 58. Fois cos de A. Là, ensuite, j'égalise ça. Oups, couleur ici. J'égalise 63 avec ça, parce que les deux me donnent justement le produit scalaire. Donc, j'égalise ces deux affaires-là. Alors, j'obtiens 63 égale racine de 193 fois racine de 58 fois cosinus de 1. Juste vous rappeler que le produit scalaire peut donner un nombre négatif. Donc ici, là, ça peut donner un nombre négatif. Si ça donne un nombre négatif, c'est correct. Donc vous allez quand même devoir mettre votre nombre négatif ici, là, advenant que c'est le cas. OK? Parce que c'est un produit scalaire et il peut être négatif dans ce cas-ci. Donc ça arrive habituellement lorsque l'angle est plus grand que 90 degrés. Donc à partir de là, je peux isoler cos de A, donc cos de A, qui est égal à 63 divisé par la racine de 193 fois la racine de 58. C'est là où est-ce que je vous avais dit il faut mettre les parenthèses. OK, oups, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, bon. On commence. Cos de A égale 63 sur racine de 193 fois racine de 58. C'est là où est-ce qu'il faut, comme j'avais dit, changer justement, mettre les parenthèses pardon, au dénominateur. Donc là, 193 ici. Je vais changer de couleur. Mettre les parenthèses à cet endroit sur votre calculatrice. Fait que si vous pitonnez ça sur la calculatrice, vous allez trouver que l'angle mesure 53,455 environ. Donc là, ceci implique que l'angle A, donc l'angle A, mesure 53,455 degrés.
Puis de manière similaire, vous pouvez trouver les autres, justement, les autres angles. Okay? Donc, pour trouver l'angle, là, je change de couleur. Pour trouver l'angle B, okay? Pour trouver l'angle B ici, ben, vous allez devoir trouver deux vecteurs qui partent à B. Donc, très important, il faut absolument que les deux partent à B. Donc là, vous allez devoir trouver les vecteurs BC et BA. OK? BC et BA. Puis là, vous allez calculer le produit scalaire de BC avec BA. Okay? De deux manières différentes. Puis là, vous égalisez les deux parce que les deux, étant donné que les deux manières donnent le produit scalaire, ben, certainement, c'est supposé donner la même réponse. Donc, c'est pour ça qu'on a égalisé les deux ici. Là. Le 63 avec la racine de 193 fois 58 fois cos A. Donc, on les a égalisés pour cette raison, parce qu'elles sont égales. Les deux donnent le produit scalaire. Donc, c'est juste que vous allez devoir le faire, mais avec ces deux vecteurs. Donc, faites attention, il faut que ça parte à B. Okay? Donc, ça, c'est crucial. Donc, quand on trouve l'angle B, ici, ben pour l'angle C, c'est facile. On peut faire 180 moins l'angle A moins l'angle B. Bien sûr, ça, c'est une façon assez simple pour le trouver rapidement. Mais je vous invite quand même à le faire avec le produit scalaire. Donc, ça vous fera pratiquer. Donc, là, je vous invite à faire le reste ici. Donc, là, vous allez devoir trouver l'angle C. Puis, pour l'angle C, vous allez avoir besoin du vecteur CA et du vecteur CB. Puis, vous allez calculer CA. Donc, ça part toutes les deux à C. Produit scalaire CB. De deux manières différentes, encore une fois. Okay? Puis vous allez trouver les réponses ici. Donc, la première des choses, il faut trouver le vecteur BC et le vecteur BA. Okay? BC, donc, c'est OC moins OB. En d'autres mots, c'est C moins B. Okay? Donc, C moins B, si on le fait, donc 6 moins 4, ça fait 10. 2 moins 7, donc ça fait moins 5. Donc, 10 moins 5. BA, donc l'avantage de BA, c'est ce qu'on avait dit au début de session, plutôt au début du chapitre. BA, c'est l'opposé de AB. Et donc, je peux tout de suite dire que c'est 7 moins 12. Donc, si c'est l'opposé, ça veut dire que c'est moins ce vecteur-là. Et si je mets un moins en avant, je change les signes de chacune des composantes. Et donc, j'ai déjà mon vecteur BA. Maintenant, je calcule mon produit scalaire de manière cartésienne, donc la manière simple. Donc, 10 fois 7 plus moins 5 fois moins 12. Okay? Et donc, ça fait 70 plus 60, donc ça fait 130. Puis, l'autre méthode, donc c'est la norme de BC fois la norme c'est la longueur hein, de BA, fois cosinus de l'angle B dans ce cas-ci. La norme de BC, ben, je dois le calculer, donc c'est 125, donc la racine de 125. La norme de BA, c'est la même chose que la norme de AB, et donc c'est racine de 193, fois cos de A. Puis là, bien sûr, ce qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que j'égalise les deux parties, et donc je dois résoudre. Donc là, je manque un peu d'espace, alors je vais devoir effacer tout ça. Alors, je vais avoir cosinus, donc en fait, je vais d'abord 130 égale racine de 125 fois racine de 193 fois cos de A. Puis là, à partir de là, j'isole mon A, enfin mon cos de A, ou A directement, je peux en fait isoler tout de suite mon A. Donc A égale arcos. Donc là, je fais un petit peu en deux étapes. Arcos de 130 divisé par racine de 125 fois racine de 193. C'est là où est-ce que je vous avais dit, c'est important de mettre les parenthèses autour du dénominateur. Donc ces parenthèses-là, c'est impératif de les mettre sur la calculatrice. Si vous ne les mettez pas, ce qui arrive, c'est que le 193 va monter en haut et vous risquez d'avoir un arcos de quelque chose de plus que 1. Et donc là, votre calculatrice va vous indiquer une erreur parce que ça a de l'allure. Donc là, en pitonnant ça, donc là sur ma calculatrice, je vais juste calculer ça. 130 divisé par, j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Racine de 125 fois racine de 193. Et je trouve environ 33,17 degrés.
18 degrés, si j'arrondis. Okay. Donc, pour le dernier angle, comme je vous avais dit, je peux faire 180 moins 53,455 moins 33,18. Mais je vous invite à le faire quand même avec la méthode qu'on vient de voir ici. Okay, les vecteurs dans l'espace. Donc là, dans l'espace, on n'est pas dans le plan. Donc, on n'a pas juste deux composantes ou deux coordonnées si on parle de points. Ben, on va avoir trois composantes. C'est un petit peu c'est la plus grande généralité, donc enfin, dans l'espace réel qu'on utilise. Donc, chaque point dans l'espace va avoir trois coordonnées. Donc, il va avoir la coordonnée x, la coordonnée y et la coordonnée z. Donc, la coordonnée x, c'est celle qui pointe dans la direction de l'axe x. La coordonnée y, c'est celle qui pointe dans la direction de l'axe y, qui est le vert ici. Puis la coordonnée z, c'est celle qui pointe dans la direction de l'axe z, qui est le bleu ici. Donc, si j'ai un vecteur, en fait, c'est extrêmement difficile de voir le vecteur dans l'espace. Okay? Nous, on essaie de voir les vecteurs 3D dans un plan, parce qu'une feuille, c'est un plan, on s'entend, c'est 2D. Et donc, il va falloir avoir un petit peu de perspective, donc voir un petit peu en perspective. Puis ici, on va utiliser la méthode de la boîte, justement, pour essayer de voir le vecteur, il représente quel point, etc. Donc, ce vecteur que vous voyez là, okay, qui semble être dans le plan YZ, c'est-à-dire dans le plan bleu-vert, ben, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que si on trace une boîte, donc comment est-ce qu'on trace une boîte? On part du sommet. C'est un peu comme la décomposition qu'on avait d'un vecteur en deux directions. Ben là, ici, c'est un peu le même principe, mais on trace à partir du sommet des directions qui sont parallèles aux différents axes. Donc là, lui, c'est parallèle au vert. Malheureusement, ça se déplace à chaque fois. Donc là, vous voyez que si je déplace parallèle au vert, donc là, vous remarquez que j'ai cette partie ici. Ensuite, je trace toujours du sommet une ligne parallèle au rouge. Donc, j'obtiens celle-là. Là, ensuite, une ligne parallèle au bleu qui est celle-là. Et donc, j'obtiens des points d'intersection. Je construis la boîte que vous êtes en train de voir, donc avec des projections. Okay? Je construis la boîte. Et à partir de là, je peux plus facilement trouver les coordonnées du point ou bien les composants du vecteur. Okay? Donc, l'idée, c'est de le voir dans une boîte. Si on ne le voit pas dans une boîte, si on ne le fait pas à la boîte, ben, c'est vraiment difficile, voire même impossible de dire c'est quoi les composantes de ce vecteur-là. Dans l'espace trois-dimensionnel, la représentation d'un point peut se faire à l'aide d'un système constitué de systèmes de trois axes. Okay? Les axes, on va les choisir toujours perpendiculaires et ils se coupent en un point qu'on appelle O pour l'origine. Donc, actuellement, on confond O avec 0, donc il faut juste faire attention. Les coordonnées de l'origine, c'est 0, 0, 0, comme c'est le cas ici. Le système d'axes doit toujours obéir à la règle de la main droite que j'ai expliqué au dernier cours. Donc là, si on part de X vers Y, donc on va poser par exemple une vis, donc on appelle ça la règle de la vis ou la règle de la main droite, c'est pareil. On pose une vis selon l'axe des Z. Ce n'est pas important, sa pointe, on la met vers Z ou le sens opposé, ça ne change absolument rien. Donc là, ensuite, on va tourner de X vers Y. Et là, dépendamment si on est en train de visser ou dévisser, vous allez voir que ça va aller dans la direction de Z positif. L'espace, c'est 3 axes et c'est 8 octants. Donc sur l'axe des X, tous les points vont avoir les coordonnées x, 0, 0. Donc x, ça peut être n'importe quelle valeur, et puis 0, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est sur l'axe des x, ça veut dire la composante ou la coordonnée y et la coordonnée z vont être nulles. Donc là, il n'y a pas de déplacement dans la direction y ou dans la direction de z parce qu'on est sur l'axe des x. Et donc, chaque point va avoir la forme, les coordonnées vont avoir la forme x, 0, 0. De manière similaire, si on a un point sur l'axe des y, okay, donc l'axe des y est ici, alors chaque point, il va avoir la forme 0, une certaine valeur qu'on va appeler y ici, et 0. Puis même principe, si on a un point sur l'axe des z, alors ces coordonnées vont être 0, 0, puis une certaine valeur z. Vous remarquez que si on considère deux axes parmi les trois, on a un plan. Donc si je considère l'axe des x avec l'axe des z, on a un plan, c'est le plan noir qu'on voit ici. Si je considère l'axe des x avec l'axe des y, on a le plan gris que vous voyez ici, donc le plan qui est couché. Ici, on a l'axe des z avec l'axe des y, ben, ça va nous faire un plan. C'est le fameux plan avec des pointillés, donc avec des points noirs et blancs. Sur le plan XOY, donc on va l'appeler XOY, donc c'est le plan XY si on veut, les points
faut avoir la forme xy avec 0. Donc là, si on considère x, o, y, ça c'est le plan gris ici. Donc tous les points qui sont sur le plan gris, ils vont avoir une coordonnée z qui va être nulle. Ça veut dire 0, parce qu'ils n'ont pas de hauteur en d'autres mots. Et donc leur z va toujours être 0. Même principe, si je considère le plan xz, donc c'est le plan noir, tous les points sur le plan noir, ils vont avoir la coordonnée y0. Et donc ça va être x, 0, z. Donc quelles que soient les valeurs de x et z. Et de manière similaire, le plan YZ, tous les points dessus vont avoir la forme 0, Y, Z. Actuellement, on va parler du premier octant. Donc, octant, il y a le mot octet là-dedans, octo, qui veut dire 8. Et donc, si on considère le nombre d'octants, finalement, on aura 8. Donc, on a celui-là, on a un de l'autre côté à droite, on a un autre de l'autre côté ici, un autre de l'autre côté, on descend, on a 4 autres. Donc, au total, ça fait 8, on va les appeler les octants. Donc, un peu comme les cadrans dans le cas d'un plan cartésien. Donc, si on a un plan cartésien, donc on a appelé premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Ben, dans l'espace tridimensionnel, on va avoir des octants, il y en aura 8. On ne va pas les numéroter. Ben, actuellement, on va parler du premier octant, qui est celui-là, puis les autres. Donc, on ne va pas dire le cinquième octant. En voici un exemple. Donc, représentant le point 3, 2, 4, okay, qui est ce point ici, que je vais encercler ici, dans l'espace. Donc, la seule façon de le faire, c'est vraiment de construire la boîte. Donc, comment? Bien, je commence par mettre une ligne ici. Ensuite, je fais une ligne parallèle à l'axe des Z, donc à peu près comme ça. Ensuite, je continue ma boîte. Même principe. Donc, je monte perpendiculaire. Je vais aller d'ici de cette façon. Je monte perpendiculaire ici. Et finalement, je vais avoir cette ligne là. Donc, je construis la boîte. Ici. Et donc, à partir de là, on peut voir plus facilement comment le point 3, 2, 4 peut se représenter. Et là, je peux tracer mon vecteur, justement, qui part d'ici jusque là. Okay. Et on a justement un vecteur qui va être très, très lent. Donc, ce vecteur, il est vraiment très, très lent. Pas très, très lent. Dans le sens, sa grandeur, ça va être, on va la voir un petit peu plus tard, sa grandeur, ça va être racine de 29. Okay, donc, à peu près un peu plus de 5. Et là, si on le regarde si on regarde avec cette perspective-là, eh bien, il paraît très, très petit. Mais sa longueur, elle est un peu plus que 5. Donc, en fait, il va dépasser, il va faire quasiment 2 fois ce côté-là. Même principe, donc si on a un point qui est ici, le 3, 2, moins 4, donc je vous invite à faire un exercice, la construction de la boîte comme je viens de la faire ici. Donc là, vous continuez la boîte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça. Donc là, je la fais un petit peu vite. Et puis, vous allez voir votre vecteur qui va être celui-là. Donc en faisant d'ici jusque là. Ici, j'utilise une autre couleur. Eh bien, pour votre information, le vecteur orange que vous voyez là, il y a la même longueur que le vecteur rouge qu'on a ici. Et donc, c'est très important, quand on fait les choses en 3D, il faut être conscient qu'il y a une idée de perspective. Donc là, notre point de vue. Donc, le vecteur orange et le vecteur que vous voyez rouge ici, ils ont effectivement la même longueur. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de construire cette boîte. Okay? Très important, essayez pour chacun de ces points qu'on a générés ici, essayez pour chacun de ces points de trouver justement les coordonnées, donc trouver les coordonnées de ce point. Celui-là, on l'a déjà, mais celui-là,
celui-là, celui-là. Donc, essayez de trouver leurs coordonnées. Donc là, on remarque que pour le premier point, il est sur le plan x, y. Fait que certainement, le z va être 0. OK? Et dans ce cas-ci, là, on remarque que le x, c'est 3. Le y, c'est 2. Donc là, le x, je vais 3. Puis le y, je vais 2. Même principe, si je regarde celui-là, donc là, ici, sur le plan y, z, donc c'est le x qui vaut 0, donc ça va être 0, quelque chose, puis quelque chose. Et là, comment je fais pour trouver? Ben, je regarde en descendant, donc le z vaut 4. Et puis le y, donc il vaut 2 ici. Et donc, de manière similaire, je vous invite à terminer celui-là et celui-là. Puis quand vous terminez, faites chacun des points ici. Donc, il va y en avoir 8 au total. Donc, certains, ils sont déjà écrits, mais faites-les. Dans cet exercice, je vous demande d'identifier les sommets. Donc là, on a pour ce parallélépipède, ce qu'on appelle une boîte à base rectangulaire, ben, on doit calculer justement les coordonnées de chacun des points. Donc là, on remarque que sur l'axe des x, ici, je vais à 3. Alors, je vais avoir le point 3 ici. Ensuite, pour le y, je vais être à 2. Et z, je vais être à 0 parce que je suis déjà sur l'axe z. Maintenant, si je fais celui-là, ben celui-là, il est sur l'axe des x. Donc, je m'attends à voir juste la valeur en x, puis 0 pour les autres. Celui-là, il est seulement sur l'axe des z. Et donc, je vais avoir une valeur pour z, mais les autres vont être 0. Donc, 0, 0. Puis là, ici, c'est 2, 4. Ce point-là, donc il est sur le plan xz, alors son y va être 0. Et c'est quoi la valeur de x? C'est la même que là-bas, c'est 3. Puis le z, ça va être 4. Et ainsi de suite. Donc, on peut compléter ces autres sommets. Donc, pour celui-là, ben, on regarde que son x, il est le même que ce x-là. Donc, c'est 3. Son y, qui est le même que y ici, donc c'est 2. Et son z, il va être de 4. Donc, ce point ici, ses coordonnées, ça va être 3, 2, 4. Cette page, elle est extrêmement importante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les vecteurs algébriques dans l'espace tridimensionnel? Donc, soit UV de vecteurs dans l'espace. Chaque vecteur va être représenté par un couple. Ben, en fait, on ne va pas appeler ça un couple, on va appeler ça un triplet de 3 valeurs. Okay? Donc, on appelle les composantes. Le premier, c'est la première composante, deuxième et troisième composante. On va souvent aussi, dans le jargon, dire la composante X, la composante Y, la composante Z. V, c'est la même chose, il va avoir 3 composantes, V1, V2, V3. Si on cherche la longueur d'un vecteur en 3D, ben, c'est Pythagore qui s'applique en 3D. Et donc, c'est un peu comme un exercice que vous avez déjà fait dans, je pense, la section 6.2, 6.3, je ne me rappelle pas. Vous avez la boîte, puis vous deviez trouver la longueur avec Pythagore. Donc, c'est essentiellement la même chose. Donc, la norme du vecteur U, ben, c'est la première composante au carré, plus la deuxième composante au carré, plus la troisième composante au carré, bien sûr, avec une racine carrée pour avoir la longueur et non pas le carré. Donc, voilà cette formule pour la longueur. Ensuite, si j'ai un vecteur en 3D que je veux multiplier par un scalaire, donc là, K, c'est un scalaire, c'est-à-dire c'est un nombre. Donc, scalaire multiplié par un vecteur, ça vous donne un vecteur. Puis, ça fait juste multiplier les composantes, toutes les composantes, par ce scalaire. Donc là, j'obtiens K fois la première composante, K fois la deuxième composante, K fois la troisième composante. Faites attention, il n'y a pas de plus ici. Hein? Donc, il n'y a pas de plus. Il faut juste faire attention avec ça. Si j'ai deux vecteurs que je veux faire la somme, ben, j'additionne les premières composantes ensemble, les deuxièmes composantes ensemble, les troisièmes composantes ensemble. Puis encore une fois, il n'y a pas de plus ici, puis ici. Ça, c'est des virgules, donc c'est des séparateurs. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la même formule. Donc, c'est juste qu'on aura une troisième composante. Donc, c'est le produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes composantes plus le produit des troisièmes composantes. Puis, on a aussi la définition pour le produit scalaire qui est la norme du premier, c'est-à-dire la longueur du premier, fois la norme du deuxième, fois cosinus de l'angle entre les deux. Contrairement à 2D où est-ce qu'on avait l'option de convertir en polaire puis faire la différence des deux angles pour trouver l'angle entre deux vecteurs, en 3D, ce n'est pas possible. Donc la seule façon de trouver l'angle entre deux vecteurs en 3D, c'est de procéder par le produit scalaire, c'est-à-dire la matière qu'on avait vue en dernier. Donc allez voir justement comment on a fait cet exemple ici. Donc ici, nous avons trouvé les angles A, B, C en 2D, mais si on avait 3D, ça aurait été pareil. Donc là, il faut procéder avec le produit scalaire ici.
Cette page est extrêmement importante, donc je vous invite à la mémoriser, à la comprendre. Okay? Donc, c'est très important d'être capable de faire les exercices tout en l'ayant dans sa tête. Donc, voici un exemple. Donc, soit A et B de vecteurs, calculant l'angle entre A et B. Donc, on va faire un exemple justement. Je dois calculer le produit scalaire de A avec B. Okay? J'ai deux façons pour comment le calculer. Donc, la première, c'est en faisant tout simplement le produit des composantes. Donc, 3 fois moins 4, plus 5 fois 0, plus moins 1 fois 2. Puis, je calcule ça. Et ce que je vais trouver, c'est moins 14. La deuxième façon, c'est la norme de A fois la norme de B fois cosinus de l'angle entre les deux qu'on va appeler θ. La norme de A, en me servant de Pythagore, encore une fois, donc c'est ça. Je vais être capable de le calculer facilement. Donc là, je vais avoir moins 14 égale, donc le produit scalaire, il peut se calculer de deux manières différentes. Moins 14 égale, la norme de A, c'est la racine de 3 au carré plus 5 au carré plus moins 1 au carré. Donc faites attention, qu'il soit positif ou négatif, dès que vous le mettez au carré, il devient positif. Et donc, ça vous ferait racine de 9 plus 25 plus 1, donc ça fait racine de 35. Fois, même chose pour lui, donc racine de moins 4 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré, donc ça fait 16 plus 4, donc racine de 20, fois cosinus θ. Puis là, à partir de là, je peux isoler cosinus θ. Cosinus θ égale moins 14 sur racine de 35 fois racine de 20. Faites attention, quand vous allez calculer ça, il est impératif de mettre une parenthèse ici. C'est très, très important. Sinon, ben, vous allez changer la priorité d'opération. Okay? Puis, on va trouver l'angle à partir de là. Donc, θ, ça va être 121,95 à peu près. Donc, 121,95 degrés à peu près. Je vous invite à faire le B. Okay? Donc, celui-là. Encore une fois, c'est exactement comme celui qu'on avait fait en 2D. Je vous conseille de faire d'abord le vecteur U. C'est quoi? Donc, le vecteur U, c'est 2A moins 3B. Okay? Donc là, vous avez une soustraction de deux vecteurs, puis aussi chaque vecteur est multiplié par un scalaire. Alors, encore une fois, cette page est très, très importante. La multiplication par un scalaire, vous l'avez ici. Puis l'addition, la soustraction de deux vecteurs, vous l'avez ici. Donc là, vous combinez tout ça. Vous trouverez votre vecteur. Okay? Donc, vous allez avoir un vecteur U. Puis, vous allez faire le produit scalaire. Donc là, ça vous donne quelque chose ici. Puis là, ensuite, vous avez à calculer U produit scalaire B. Donc, ce n'est pas important l'ordre dans lequel on fait le produit scalaire ici, BU ou bien UB. Puis là, vous calculez de deux manières. Donc, exactement comme on a fait ici. Puis vous complétez le problème. Donc, au besoin, je le ferai en classe si quelqu'un m'en fait la demande. Sinon, faites-le en exercice. Très important de faire les exercices de la section 6.9. Okay? Donc, là, les premiers, c'est juste pour être capable de localiser des points dans l'espace, donc avec le système de boîte qu'on a ici. Puis là, ensuite, je vous donne A et B qui sont des vecteurs ici, très, très importants. Et vous devez dessiner ces deux vecteurs dans l'espace. Donc, vous essayez de les faire. Donc, l'astuce, c'est d'utiliser des boîtes. Je vous invite à utiliser des boîtes, très, très important. Ensuite, on peut calculer les vecteurs algébriquement. Donc, ça, c'est très facile. Représenter le vecteur somme dans l'espace, donc dans la même boîte ou les mêmes dessins que vous avez fait de la partie A. Puis calculer l'angle entre les vecteurs A et B. Ça, c'est exactement comme l'exemple qu'on vient de faire ici. Vous faites les autres. Donc, le numéro 3, donc vous avez trois vecteurs. Puis là, je vous demande de calculer la norme de certains vecteurs, calculer l'angle entre certains vecteurs, calculer la somme, la soustraction de vecteurs, etc. Donc, ça, c'est juste, encore une fois, une pratique de la page que vous avez ici. Toute cette page, elle est extrêmement importante. Donc, la page que vous avez là, je vous invite à bien la mémoriser et bien la maîtriser. Là, ensuite, vous avez des questions. Donc, ça, c'est exactement le problème de triangle qu'on avait comme celui-là, comme lui. Mais au lieu que ce soit des points en 2D, ben, ce sont des points en 3D. Ça ne change absolument rien. On va devoir calculer les vecteurs AB, AC, AD, etc. Et donc, quand on les calcule, ben, on aura 3 composantes au lieu de 2 composantes. Puis le produit scalaire se fera exactement de la même façon. Ici, vous avez 4 points montrés que AB
et CD sont équivalents. Donc, ça aussi, encore une fois, c'est très facile à faire. Dans 6, vous devez trouver A, B et C de sorte que cette égalité est vraie. Ben, je vous invite de calculer le vecteur de gauche de l'égalité. Et ensuite, vous égalisez avec 0, 0, 0. Ici, donc ce problème est très intéressant. Ces problèmes plutôt sont très intéressants. Donc, vous avez des vecteurs dans l'espace, vous avez certaines mesures, puis vous devez trouver l'angle entre les deux. Donc, il faut faire attention, l'angle entre les deux, il peut être dans un plan qui est oblique. Donc, ce n'est pas un plan XY ou un plan XZ, etc. Donc là, comme c'est le cas ici, c'est un plan oblique. Donc, il faut faire attention. Alors, on ne peut pas juste dire, ah, c'est l'angle ici plus l'angle ici. Oui, mais lui, il n'est pas sur le plan XY, pardon. Donc, il faut faire attention. Donc, la meilleure façon de faire, c'est d'obtenir les composants de ce vecteur, et puis faire le produit scalaire comme on faisait dans l'exercice précédent, dans l'exemple précédent. Donc, moi, je vous conseille de mettre comme origine ici. Okay, donc, on va l'appeler la lettre O. Et puis, calculer les vecteurs ici. Même principe pour celui-là. Donc, vous avez plusieurs options. Une des options, c'est de considérer l'origine, par exemple, A. Okay, donc, ça, c'est O ici. On va l'appeler O. Puis là, ensuite, trouver les coordonnées de chacun des points. J'ai bien dit les coordonnées de chacun des points, B, C et D, en se basant sur ça comme étant l'origine. Okay? Donc, trouver les coordonnées. Et là, ensuite, pour calculer l'angle ici, celui-là, ben, vous allez devoir calculer BA, le vecteur BA, et BC. Okay? Donc, ces deux vecteurs. Et puis, vous calculez l'angle entre les deux avec le produit scalaire. Donc là, vous retombez un petit peu comme dans cet exemple-là. Donc, comme cet exercice. Même principe, pour trouver l'angle bêta, vous allez devoir considérer CB avec CD. Puis vous faites la même chose. D'abord, trouvez les coordonnées des points, donc les points A, B, C et D. Puis ensuite, formez vos vecteurs. Puis ensuite, trouvez les angles que vous recherchez. Donc ici, c'est à peu près le même principe. Juste faites attention, il y a un petit espace ici. Donc c'est ça, actuellement, l'étudiant ne le voit pas très bien. Donc là, il y a quelque chose ici qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est le même principe. Vous établissez votre origine. Vous définissez vos points. Donc là, on va dire que ça, c'est l'origine, par exemple. Là, vos points A, B, C, etc. Puis là, vous définissez vos vecteurs. Faites attention, la règle à main droite doit toujours être observée. Donc, ça, c'est le X. La direction de X positif est par là, Y positif est par là, et Z positif est par là. Donc, juste faites attention. Ce n'est pas toujours à droite. Là. On peut les avoir dans... donc, aussi longtemps que la règle à main droite est satisfaite, ben, donc votre X positif, il va être dans cette direction-là. Juste faites attention par rapport à ça. De toute façon, au besoin, je le ferai en classe. Produit vectoriel, seulement dans R3. Okay? Donc, le produit vectoriel, contrairement au produit scalaire, lui, il va donner un vecteur. Donc, le produit, on l'appelle vectoriel parce qu'il donne un vecteur, alors que le produit scalaire va donner un scalaire. Dans les deux cas, on prend deux vecteurs. Puis là, un des produits nous donne un scalaire, c'est pour ça qu'on l'appelle produit scalaire. Scalaire, rappelez-vous, ce sont des nombres. Puis un autre nous donne un vecteur, c'est pour ça qu'on l'appelle produit vectoriel. Donc là, on parle juste du produit vectoriel. Le produit vectoriel, tel qu'on va le définir, il n'existe que dans R3. Okay? Seulement dans R3. Alors, soit U et V de vecteurs, okay, dans l'espace, dans R3. R3, ça veut dire l'espace tridimensionnel, c'est ça que ça veut dire ici. Le produit vectoriel de U et V, on va le noter U avec un fois V. Donc là, c'est U avec un fois V. Ne pas confondre avec U point V. Okay? Donc lui, on l'appelle dot product en anglais. Dot product, c'est produit scalaire, alors que lui, on va l'appeler cross product. Okay? Donc ça, c'est en anglais. Donc le produit vectoriel, c'est lui. Alors que ça, c'est le produit scalaire. Donc le produit vectoriel, ça vous donne un vecteur. Ce vecteur que vous allez obtenir, il va être perpendiculaire au plan qui est formé par U et V. En d'autres mots, il est perpendiculaire et à U et à V. C'est-à-dire qu'il est perpendiculaire aux deux vecteurs qui le forment. Donc si j'ai U fois V, okay, comme c'est le cas ici, U et V, alors ce que je vais obtenir avec U et V, c'est un plan, qui est le plan gris ici. Le
Produit vectoriel, ça va être un nouveau vecteur, ça va être celui-là, qui va être justement un vecteur perpendiculaire. Donc, là, remarquez ici, là, il est perpendiculaire à chacun des deux, ou si vous voulez, il est perpendiculaire au plan qui contient les deux. Donc, c'est un vecteur. On connaît sa direction. Donc, sa direction, c'est perpendiculaire. On ne connaît pas son sens, parce qu'il peut être comme ça, ou il peut être dans l'autre sens. Okay? Par contre, on est capable de le déterminer. Son sens, il fallait qu'on fasse un choix, puis on a décidé qu'on prend la règle de la main droite, ou bien la règle de la vis pour déterminer le sens. Donc là, si vous faites de U à V, donc là, on va dans ce sens-là. Okay? Donc, vous pointez vos 4 doigts de la main droite vers U, vous les tournez naturellement vers V, et votre pouce va pointer vers le haut, et donc il va pointer dans la direction du vecteur qu'on a ici. Okay? Si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi la règle de la vis. Donc là, vous avez une vis que vous la posez comme ça ou comme ça. Okay? Donc c'est pareil, ça ne change absolument rien. L'idée, c'est quand vous la tournez, okay? Quand vous tournez votre vis, si vous la tournez en ce sens-là, dans le sens ici anti-horaire, comme on dit, ben, votre vis va toujours aller vers le haut. Okay? Donc ça veut dire que ça va se diriger vers le vecteur du produit vectoriel. Donc là, la direction, on l'a. Le sens, on l'a. Sa longueur, okay, on est capable de calculer sa longueur. Sa longueur, elle va être donnée par la norme de U fois la norme de V fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et actuellement, on n'a pas l'angle entre les deux vecteurs. Pour ça, il va falloir qu'on trouve l'angle entre les deux en faisant le produit scalaire comme en haut de la section précédente. Puis ensuite, une fois qu'on trouve l'angle, là, on peut calculer la longueur du produit vectoriel. Donc là, à aucun moment ici, on va calculer le vecteur produit vectoriel. On va calculer sa longueur et sa direction. On va le décrire à la place. Donc, la règle de la vis, vous avez ici la règle de la vis qui se décrit très, très bien. Donc, je vous invite à la lire, mais je pourrais l'expliquer aussi en classe. En voici un exemple. Soit les vecteurs U et V, tels que la norme de U, c'est 3, la norme de V, c'est 4. V est dans le plan YZ et faisant un angle de 30 degrés entre les deux. Okay? Donc, j'ai un vecteur U ici. J'ai un vecteur V ici. L'angle entre les deux, c'est 30 degrés. Puis, on me dit aussi que V, il est dans le plan YZ, c'est-à-dire dans le plan entre le bleu et le rouge. Okay? Alors, si je calcule U fois V, U fois V, ça me donne un vecteur. Donc, c'est un vecteur. Direction. Ma direction, c'est perpendiculaire à U puis à V. Mais là, vu que U et V, tous les deux sont dans le plan YZ, okay? Alors si ça me donne quelque chose qui est perpendiculaire à ça, quel axe est perpendiculaire à Y et Z? Ben, c'est l'axe des X. Donc direction dans l'axe des X. Axe des X. Le sens. Le sens est donné par la règle de la main droite. Donc là, vu que c'est U fois V, donc je vais de U vers V. Okay? Si je pointe la règle de la main droite, donc je pointe mes 4 doigts de la main droite vers U, je les tourne vers le bas naturellement vers V. Puis là, vous allez voir que ça sort, c'est-à-dire ça va vers la direction du rouge positif, donc la direction de X positif. Donc là, on va marquer X positif ici, donc X plus pour dire l'axe des X positif. Puis la longueur, donc la longueur, on va la noter par les deux barres, la longueur de U et V, c'est la longueur de U fois la longueur de V fois sinus de l'angle entre les deux. Et donc, c'est quoi la longueur de U? C'est 3. C'est quoi la longueur de V? C'est 4. C'est quoi l'angle entre les deux? C'est 30. Sinus de 30, c'est 1/2. Et donc, la réponse, c'est 6. Donc, le vecteur qu'on va obtenir, c'est un vecteur qui va être dans cette direction-là, de longueur 6. Sinus de 30 degrés étant 1/2. Que donne le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles? Eh bien, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez faire pause avant de voir la réponse. Donc, je vais dire tout de suite la réponse. Donc, vous allez obtenir le vecteur nul. Parce que, rappelez-vous, si deux vecteurs sont parallèles, ça veut dire que l'angle entre les deux mesure 0. Et sinus de 0, c'est 0. Donc, vous allez obtenir un vecteur dont la longueur, ça va être 0. Le seul vecteur dont la longueur est 0, c'est le vecteur nul. Donc, que dans le vecteur, ici, on va marquer le vecteur 0 avec une flèche par-dessus, le vecteur nul.
Donc, le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles donne toujours le vecteur nul. Là, ici, je vous invite à faire la règle à main droite. OK? Donc, quand vous faites I fois J, donc là, mes 4 doigts pointent vers l'axe des X positif, puis ensuite ils tournent vers l'axe des Y positif. Je vais obtenir quelque chose dans l'axe des Z positif, donc là, dans la direction de K. Mais là, la longueur aussi, c'est quoi? C'est 1 fois 1, parce que le IJ sont de longueur 1 chacun. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Fois sinus de l'angle entre les deux. Puis l'angle entre les deux, c'est 90. Mais sinus de 90, c'est justement 1 aussi. Donc là, ce que vous allez obtenir, c'est 1 dans la direction K. En d'autres mots, vous allez obtenir le vecteur K. Faites les autres. J fois K. Donc vous allez voir que ça va vous donner le vecteur I. Puis K fois I, vous allez voir que ça va vous donner le vecteur J. Pour les applications du produit vectoriel, nous allons faire seulement l'aire d'un parallélogramme et d'un triangle. Eh bien, si j'ai deux vecteurs U et V de l'espace, par exemple, qui sont dessinés ici, donc le vecteur U qui est celui-là, le vecteur V qui est celui-là, je peux tracer un parallélogramme à partir de ces deux vecteurs comme étant des sommets, comme étant des côtés, pardon, de mon parallélogramme. Donc là, je vais établir chacun des vecteurs comme un côté de mon parallélogramme et je complète mon parallélogramme. Donc, je vais établir mes vecteurs comme des côtés de mon parallélogramme et je complète mon parallélogramme. L'aire d'un parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. La base, c'est U, puis la hauteur, c'est la longueur de ce côté. Mais si on fait la trigonométrie, on va avoir que la hauteur H ici, ça va être la longueur de V, donc l'hypoténuse, fois sinus θ. Bon, on peut voir ça comme sinus θ égale la hauteur divisée par la longueur de V. Donc, SO 4 OR, rappelez-vous, sinus de l'angle, c'est l'opposé divisé, donc l'opposé qui est H ici, divisé par la longueur de l'hypoténuse qui est la longueur de V ici. Et donc, on va avoir ça. Et là, on sait que l'aire du parallélogramme, c'est U, la longueur de U fois H. Et donc, ça devient la longueur de U, qui est la base, bien sûr, fois H, H étant la longueur de V fois sin θ, θ étant l'angle entre les deux. Alors, on va conclure que l'aire d'un parallélogramme, c'est la même chose, l'aire d'un parallélogramme formé par deux vecteurs, c'est la même chose que la longueur du produit vectoriel. Donc, ce n'est pas une coïncidence. Donc, la longueur du produit vectoriel de deux vecteurs vous donne l'aire d'un parallélogramme formé à partir de ces deux vecteurs. Et c'est pour cette raison pourquoi, lorsqu'on avait deux vecteurs qui étaient parallèles, donc parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V, il est collé sur U. Ben, un parallélogramme dont la hauteur est nulle, ben, il aura une aire 0, une aire nulle. Et donc, c'est pour ça qu'on avait 0 tantôt. Ça va pour ça? Donc, la formule qu'on aura, c'est exactement ça. Donc, la longueur du vecteur U fois V, rappelez-vous, c'est la norme de U fois la norme de V fois sinus de l'angle. C'est exactement ce qu'on avait ici. On va faire cet exemple. Donc, soit A, B et C, 3 points. Calculer l'aire d'un parallélogramme engendré par ces 3 points. Donc, il existe plusieurs parallélogrammes possibles, mais ils vont tous avoir la même longueur. Donc, je vais calculer le vecteur AB, qui va être OB moins OA. Ça va être 2 moins 1, donc 1. 2 moins 0, ça fait 2. Et 3 moins 3, ça fait 0. Le vecteur AC, je dois trouver le vecteur, donc c'est OC moins OA. Puis je vais trouver, donc 6 moins 1, ça fait 5. 0 moins 0, ça fait 0. Et 3 moins 3, ça fait 0. Là, il me faut l'angle entre les deux. Donc, je peux calculer facilement la longueur de AB. La longueur de AB, c'est la racine de 1 au carré plus 2 au carré plus 0 au carré. Donc, c'est racine de 5. Allez voir la page au besoin. La longueur de AC, c'est 5. Mais il me faut l'angle entre les deux. Pour le trouver, je n'ai pas le choix de procéder par le produit scalaire. Donc, je dois d'abord trouver le produit scalaire. Donc, je calcule AB, produit scalaire avec AC. Qu'est-ce que j'obtiens? Je calcule de deux manières différentes. Donc, 1 fois 5, ça fait 5. Plus 2 fois 0, qui est 0, plus 0 fois 0. Donc, ça me donne 5. Puis l'autre façon, c'est la longueur de AB fois la longueur de AC fois cosinus
de l'angle entre les deux qui est θ ici. On va l'appeler, c'est l'angle A ici. Et donc, je vais avoir 5 égale 5 fois racine de 5 fois cos θ. À partir de là, je peux calculer mon θ qui va être, donc je peux isoler cosinus θ puis calculer θ, et je vais avoir 63,43 degrés à peu près. Donc 63,43 degrés. Maintenant, l'air, donc je vais changer de couleur, l'air, c'est quoi? Du parallélogramme toujours, là. C'est quoi? C'est la longueur de mon vecteur AB, produit vectoriel avec AC, et non pas produit scalaire, ne pas confondre le point avec le x ici. Okay, donc, ce sont deux opérations différentes. Et c'est quoi? C'est la longueur de AB fois la longueur de AC fois sinus de l'angle entre les deux. Puis là, ici, c'est 63,43 degrés. Et donc, en calculant ça, je vais trouver que c'est 10. Donc, l'aire d'un parallélogramme engendré par ces 3 points, ça va être 10. Calculer l'aire du triangle engendré par ces 3 points. L'aire d'un triangle, c'est la moitié d'un parallélogramme. Donc, si vous prenez un parallélogramme et que vous le divisez en deux, comme ça, vous allez obtenir 2 triangles identiques. Okay? Puis l'aire d'un triangle, c'est quoi? C'est la base fois la hauteur divisée par 2. C'est normal, c'est la moitié d'un parallélogramme. Donc là, l'aire d'un triangle, l'aire du triangle égale l'aire du parallélogramme divisé par 2. Ça donne 10 divisé par 2. Et ça fait 5. Donc, ceci termine la matière. Faites les exercices, s'il vous plaît. On ne fait pas l'application qui est le moment de force. Faites les exercices, sauf ceux du moment de force. Et on vient de terminer la matière pour la session.